Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Imo Expresso Podcast. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de pourquoi que le diable se cache dans les détails en immobilier en parlant principalement des rédactions des offres d'achat, de la mise en marché et encore plus précisément les photos dans la mise en marché. Et puis si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez 8 astuces pour optimiser la prise de photos lors de la vente de votre propriété. Donc, sans plus tarder, pourquoi qu'il est important d'être super minutieux lorsqu'on rédige une offre d'achat? Eh bien, la raison numéro 1 va se retrouver dans les clauses particulières. Et puis, pourquoi qu'il faut être minutieux dans les clauses particulières? Eh bien, ça va protéger en fait autant l'acheteur que le vendeur. La raison pourquoi on veut avoir une condition particulière qui va être avec une clause justement le plus précis possible, eh bien, c'est pour faire en sorte qu'il ne va pas avoir de malentendu entre les deux parties. Autant qu'une clause particulière, il va falloir définir certains délais qui vont être justement importants pour pas que le vendeur soit pris avec une condition qui ne finit plus. Par exemple, si l'acheteur voulait faire des vérifications auprès de la municipalité pour savoir est-ce qu'on peut faire de la location à court terme, entre parenthèses, du Airbnb dans une propriété, dans une zone, on voudrait savoir justement auprès de la municipalité, est-ce que ce zonage-là le permet? Eh bien, il va être intéressant de créer une clause particulière à l'intérieur de la promesse d'achat pour faire les vérifications. Et puis la clause, justement, il va falloir qu'il y ait un délai qui va être super important à insérer. Si on n'insérait pas de délai dans la clause particulière, eh bien, ça pourrait durer Amsterdam Aeternam, donc à l'infini. Ça va être important, justement, qu'elle soit bien rédigée de cette façon-là. Et puis aussi, si on ne faisait pas comme il faut la clause particulière, eh bien, ça ferait en sorte que l'acheteur n'aurait aucune protection. Si jamais il voulait justement faire un achat seulement s'il pouvait faire de la location à court terme et qu'il n'insérait pas cette clause particulière-là, bien, il pourrait se retrouver avec un achat qu'il ne voudrait aucunement. Surtout si c'est un investissement, il n'y aurait aucune raison d'acheter la propriété s'il n'est pas capable de faire cette location-là. Là, il y en a certains qui vont me dire « Ouais, mais Mathieu, il y a juste à faire la recherche auprès de la municipalité avant de faire l'offre. » Ce qui peut être une belle proposition, mais il ne faut pas oublier que parfois, les propriétés sont très convoitées. Surtout les propriétés qu'on peut faire, par exemple, du Airbnb ou potentiellement en faire du Airbnb, eh bien, ils vont être très, très convoités par plusieurs acheteurs simultanément. Donc, on n'aura pas tout le temps l'occasion de faire les vérifications avant de faire l'offre. Sinon, on pourrait perdre la propriété. Et puis, on ne voudrait pas faire les recherches en amont, perdre la propriété par une autre promesse d'achat. Donc, dans ce cas-là, si la propriété nous intéresse, bien, ça va être d'autant plus important de faire l'offre et puis d'ajouter une clause particulière qui nous permettrait d'aller faire ces recherches-là et puis de se retirer si jamais ce n'est pas possible. Donc, les conditions avec des clauses particulières vont être super importantes pour certaines transactions et puis il est super important qu'elles soient bien rédigées. Comment qu'on peut s'assurer qu'elle va être bien rédigée? Eh bien, c'est de faire affaire avec des professionnels qui font souvent des conditions avec des clauses particulières. Par exemple, un courtier immobilier en fait souvent dans ses promesses d'achat, un avocat spécialisé en immobilier et puis un notaire seront les trois professionnels que vous pourrez prendre pour réaliser vos conditions avec des clauses particulières à l'intérieur de vos promesses d'achat. Une autre raison pourquoi il va être super important d'être très méticuleux dans la rédaction des offres, eh bien, ça va être de gagner une offre. Encore une fois, des fois, on va se retrouver en offre multiple, donc il va être super important d'être très méticuleux à savoir quelles conditions qu'on va insérer dans l'offre pour nous protéger en tant qu'acheteur, mais aussi nous avantager face à la compétition des autres acheteurs qui veulent aussi la propriété. Par exemple, le prix. Les dates. Les dates peuvent parfois paraître, je dirais, anodins.
on se dit, ben écoute, 30 jours, 60 jours, 90 jours, c'est quoi que ça change? Eh bien, si le vendeur, lui, a déjà acheté une autre propriété, eh bien, peut-être qu'il sera important pour lui de faire notarier à une date précise qui va être indiquée dans son annonce de vente. Donc, justement, mettre des dates favorables aux vendeurs va vous avantager face à la compétition s'ils ne sont pas aussi flexibles que vous. Donc, les dates vont être super importantes. Les conditions supplémentaires, parfois, on va vouloir faire inspecter la fosse septique. Ça se peut que ça nous désavantage face à la compétition, mais si c'est super important pour nous de faire justement ces vérifications-là parce qu'on trouve qu'on n'a pas assez d'informations qui est émise par le vendeur ou la municipalité et puis que la fosse septique est vieille, eh bien, il va être important de le faire pareil, la vérification. Mais encore là, plus qu'on rajoute de conditions dans notre offre, plus qu'on a de portes de sortie, et puis le vendeur, lui, voit ça d'un autre point, plus que de portes de sortie, moins qu'il y a de chances que la condition, en fait, que toutes les conditions se réalisent, et puis que la promesse d'achat est jusqu'aux finalités, c'est-à-dire signer l'acte de vente. Donc, il faut prendre en considération ça lorsqu'on est, par exemple, en offre multiple. Par la suite, les répartitions. Encore une fois, les dates sont super importantes. Et puis, on va rajouter ça par rapport aux répartitions chez le notaire, les taxes municipales, les taxes scolaires. Et puis, si jamais le vendeur restait, suite à l'acte de vente, un délai supplémentaire pour lui permettre soit d'acheter une autre propriété ou, par exemple, le louer justement la propriété qui est en train de vendre pour lui permettre d'en acheter une autre s'il n'a pas déjà acheté ou passer chez le notaire. Donc, les répartitions vont être, encore une fois, une autre condition qui peuvent être intéressantes, qui vont peut-être vous avantager. Si jamais vous mettez, moi par exemple, OK, je suis prêt à laisser 120 jours de délai pour que la prise de possession, puis je donne 120 jours aussi pour passer chez le notaire. Bien, dans ce cas-là, le vendeur se retrouve avantagé parce qu'il n'y aura pas de location à payer. Tandis que dans un monde différent, ou qu'il y aurait un acheteur qui dit non, 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 moi, dans 30 jours, si toutes les conditions sont réalisées, je veux absolument passer chez le notaire. OK, c'est bon, je te laisse ton 120 jours pour rechercher une propriété, mais on va avoir passé chez le notaire. Donc, dans le délai 90 jours de plus que je te laisse pour rechercher une propriété suite à la promesse d'achat acceptée, eh bien, il va falloir que tu payes les taxes municipales, les taxes scolaires, et puis il va falloir aussi que tu me paies mon hypothèque que j'aurais eu à payer, étant donné que je suis propriétaire, mais c'est toi qui l'habites, donc c'est toi le locataire de la maison, entre parenthèses. Il va falloir que tu payes capital, intérêt plus taxes, les taxes municipales, taxes scolaires. Donc, capital, intérêt, on parle bien sûr ici de l'hypothèque. C'est toutes des conditions qui vont jouer soit en votre faveur ou en votre défaveur, tout dépendant de qu'est-ce que vous mettez dans votre offre. Par la suite, les inclusions et les exclusions. Super important aussi d'être très méticuleux dans les offres parce que souvent, on va oublier c'est quoi qui est inclus et exclu de base dans la propriété. Tout ce qui fait partie de l'immeuble est inclus de base. Là, vous allez me dire, OK, Mathieu, c'est bien beau, là, qu'est-ce qui fait partie de l'immeuble? La maison, c'est l'immeuble. Le terrain, en fait, c'est l'immeuble. Vous achetez un lot, vous achetez un cadastre. Ça, c'est l'immeuble. La maison, fondation, dans la terre, fait partie de l'immeuble. Ça, c'est clair, tout le monde connaît ça. Par la suite, il y a tout ce qui attache par union qui fait partie de l'immeuble de base dans les inclusions. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans les attaches par union? Eh bien, on pourrait avoir par exemple le lave-vaisselle. La majorité du temps, le lave-vaisselle va être vissé dans le comptoir, donc va être considéré comme une attache par union, donc ce n'est plus un meuble. Tout ce qui est les biens meubles est considéré comme exclusion de base dans la propriété. Tout ce qui est capable de bouger facilement, aisément, c'est considéré comme un bien meuble, donc exclu de base dans la propriété. Après ça, attache par union, on a dit le lave-vaisselle. Par exemple, les fixtures, on parle ici de luminaires, de rideaux. Ce sont tous des effets qui sont inclus de base. On pourrait décider de les exclure, mais ça va être important de les spécifier dans la promesse d'achat. Est-ce qu'on exclut des rideaux ou non? Parce que, encore une fois, ça va être considéré comme inclus de base. Autre chose aussi qu'on va avoir tendance à oublier dans les inclusions, eh bien, on va avoir la borne de recharge électrique, les bornes de voiture électriques sont vissées à l'immeuble, donc pourraient être considérées justement comme une inclusion. Les caméras de sécurité,
les caméras, beaucoup de gens qui ont des caméras de surveillance sur la maison, c'est vissé encore une fois à la maison. Donc, ils sont considérés, si jamais vous les mettez ni dans les inclusions ni dans les exclusions, considérés comme un inclus. La sonnette, les sonnettes intelligentes qui sont vissées sur la propriété, encore une fois, considérées dans les inclusions de base. Donc, super, super important d'être très méticuleux, faire attention aux détails dans les offres d'achat, autant pour vous protéger et éviter les malentendus, parce qu'une fois qu'on s'entend plus bien, ça va très mal. On va être obligé de se rendre soit aux petites créances, si c'est un léger montant, un petit montant, mais si c'est des montants qui sont beaucoup plus onéreux, il va falloir aller à la Cour supérieure. Puis quand on embarque les avocats là-dedans, on le sait que ça va coûter très, très, très cher. Puis, il y a une autre chose aussi qui est super important, c'est un peu comme un contrat de mariage. Un contrat de mariage, en réalité, c'est un contrat de divorce. On dit qu'est-ce qui va se passer lorsque on va se divorcer. Ça va être selon qu'est-ce qui a été rédigé dans le contrat de mariage, qui va à qui. Eh bien, une offre d'achat, c'est pas un contrat de mariage, mais on pourrait dire un peu c'est un contrat de mariage entre l'acheteur et le vendeur. C'est-à-dire que le vendeur s'engage à vendre selon certaines conditions et l'acheteur s'engage à acheter selon certaines conditions. Quand ça va bien, tout le monde s'entend à l'amiable, mais lorsque ça va mal, eh bien c'est sur quel document qu'on va se référer pour savoir qui a raison? Ça va être la promesse d'achat. Donc, elle est aussi bien mieux d'être armée béton selon les conditions que vous voulez dès le départ, plutôt que de dire on verra rendu là. Non, 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 non. Il n'y a pas d'on verra rendu là. S'il y a certaines dates que vous devez absolument respecter, comptez pas sur le fait qu'une fois rendu plus loin dans la transaction, ces dates-là vont pouvoir être bougées ou modifiées parce que c'est un contrat bilatéral. Si vous voulez modifier des conditions dans la promesse d'achat, eh bien, il va falloir que les deux parties signent. Donc, super important, les offres d'achat, d'être très méticuleux, sinon ça peut être très coûteux. Numéro 2, la mise en marché. La mise en marché d'une maison qui est super important, et bien encore plus précisément, la photographie. Je vais vous sortir une statistique qui est super intéressante, mais encore là, c'est rien de choquant. Cette statistique-là, vous allez me dire, Mathieu, on le savait déjà, là. 99% des acheteurs potentiels naviguent sur Internet pour découvrir des maisons. Cette étude-là a été faite par National Association of Realtors. Donc là, vous vous dites, Mathieu, on le sait déjà, hein? On le sait que les acheteurs magasinent sur Internet. Mais le problème à travers ça, c'est que pourquoi qu'aussi autant de gens savent que leur propriété va être vue à quasiment 100% des gens en premier et découvert en premier par des acheteurs potentiels sur le web, pourquoi autant de gens négligent les photos? Les photos, c'est la couverture de votre livre, c'est la couverture de votre propriété, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que les gens vont avoir envie ou non de visiter votre maison, envie ou non de l'acheter. Donc, c'est super important, les photos, c'est primordial. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui me fascinent, c'est que, par exemple, si on en regarde dans le temps, on se dit, ouais, mais Mathieu, tu sais, il y en a qui vont faire des tours d'auto, ils vont aller voir dans le quartier qu'ils désirent, ils vont voir les pancartes à vendre, puis ils vont trouver la maison, s'il y a une pancarte à vendre, ils vont appeler le courtier, puis ils vont aller visiter. Oui, puis non. Parce que la majorité du temps, quand je magasine justement avec mes clients acheteurs, les gens, ils vont trouver la maison en premier lieu sur Internet. Une fois qu'ils vont la voir sur Internet, qu'ils vont leur plaire, là, oui, des fois, ils vont aller faire un tour de voiture, voir le quartier, qu'est-ce qu'il a l'air? Est-ce que ça leur intéresse d'aller habiter là? C'est quoi le trajet pour eux à partir de la propriété à leur travail? Ça a l'air de quoi? Le trafic le matin, ça a l'air de quoi? Le trafic le soir, les épiceries, les écoles, les garderies. Oui, ils vont tous aller voir ça par la suite. Mais en premier lieu, ça ne sera pas ça. En premier lieu, ça va être la découverte sur Internet. On n'est pas comme, par exemple, je prends souvent un exemple, mes parents, quand ils ont acheté dans les débuts des années 2000, on était vraiment pas où ce qu'on est aujourd'hui par rapport à l'Internet.
eh bien, eux allaient se promener justement dans les quartiers et voir les pancartes à vendre. Puis quand ils étaient prêts à acheter, allaient justement aller à une agence de la ville. Et puis à l'agence, il allait avoir justement un catalogue avec toutes les propriétés qui étaient à vendre. Donc, il y avait l'Internet, c'était peu existant ou pas. Puis encore là, les photos n'étaient pas encore de très belles ou de très bonne qualité. Donc, il allait aller voir dans le catalogue les propriétés qui étaient à vendre, avec les photos qui étaient pas très belles, puis souvent en noir et blanc. Donc, on n'était vraiment pas où ce qu'on est aujourd'hui. Puis, il allait décider la propriété qu'elle allait visiter. Aujourd'hui, on fait plus ça du tout. Aujourd'hui, on a Centris. Centris qui va être justement qui est le plus gros site immobilier au Québec avec le plus de vues pour les transactions immobilières. Donc, mettez de l'avant vos photos. Deuxième statistique, celle-là, par exemple, celle-là, ça se pourrait que vous me dites, Mathieu, tu m'apprends quelque chose. 118% des vues, 118% des propriétés ont plus de vues lorsque les photos sont d'excellente qualité. Donc, non seulement 99% des acheteurs vont découvrir votre propriété sur Internet, mais ceux qui ont les plus belles photos vont avoir 118% de vues. C'est énorme. Énorme. Ça fait en sorte que, encore une fois, les photos doivent être excellentes. Puis il y a différentes astuces là-dedans qui vont faire en sorte que votre propriété, on va optimiser sa mise en marché pour la prise de photos. Justement, on va passer à travers ça. 8 astuces pour optimiser la prise de photos. Astuce numéro 1, désencombrer les espaces. Bien sûr, si on ne se sent pas bien dans les photos, on sent qu'on est pris, qu'on a de la misère à circuler, on a de la misère à respirer, puis on n'est même pas à l'intérieur de la propriété, je peux vous dire que beaucoup d'acheteurs n'iront même pas visiter. Ça ne donne pas le goût d'aller à l'intérieur, on se sent déjà pris en regardant seulement les photos. Donc ça, c'est un gros must à faire, désencombrer les espaces. Nettoyage en profondeur. Souvent, on parle d'un nettoyage de printemps, un nettoyage d'automne. Moi, j'appelle ça un nettoyage d'avant-photo. Il va être super important de nettoyer les surfaces, nettoyer les murs, nettoyer les fenêtres. Le plus possible, un gros nettoyage de la propriété complète pour les photos, mais pas juste pour les photos, pour aussi les visites qui vont suivre. Ça va être plus facile par la suite de garder un petit nettoyage chaque semaine si on fait déjà un gros nettoyage. Parce que si on garde la propriété le plus propre possible tous les jours de la semaine, on s'entend que ça va attirer encore plus d'acheteurs et inciter les acheteurs à faire une offre. Par la suite, organiser le mobilier, c'est un peu en lien avec désencombrer les espaces, mais optimiser le plus possible les mobiliers pour qu'il y ait un bel agencement, pour pas qu'on sent aussi que des fois les mobiliers viennent encombrer l'espace, en retirer si ça prend trop d'espace, même si c'est la vieille bibliothèque que vous avez héritée de votre grand-mère, vous pouvez la garder, là. Mettez-la juste à l'extérieur ou dans le garage, sortez-la du décor. Des fois, ça fait justement plus respirer, puis ça va être peut-être plus au goût du jour avec le reste de votre mobilier. Donc ça, c'est super intéressant de ce côté-là. Utilisez une décoration neutre. Combien de fois les gens vont me demander, Mathieu, si je rénove ma cuisine, si je rénove ma salle de bain, si je rénove, je change mon plancher, combien je gagnais en valeur ajoutée sur ma propriété? Avant même d'anticiper une rénovation majeure de la propriété, je recommande la majorité du temps peinture. Peinture le salon, peinture la salle de bain, peinture tes chambres, peinture dans une couleur qui va être neutre, une couleur blanche. Si je ne savais pas comment peinturer ou quelle mettre comme couleur dans les pièces, peinturer en blanc. Ça va faire en sorte qu'encore une fois, ça va agrandir la pièce. Et puis, c'est une couleur qui est neutre, qui va favoriser les acheteurs à mieux s'imaginer habiter la propriété, puis qu'il y a moins de travaux à faire. Une couleur blanche va faire très bien le travail.
Évitez des couleurs audacieuses. Couleurs audacieuses, on va parler bien sûr de vert, rouge. Ce sont toutes des couleurs que parfois vont bien s'agencer avec la propriété, puis parfois ça va faire fuir quelques acheteurs. Même si on parle ici juste de peinture, ça peut sembler super niaiseux parce que vous dites, coudonc, il y a juste à repeinturer par-dessus, la maison, elle reste la même, la localisation est la même, l'espace, la fonctionnalité de la propriété reste la même. Oui, je sais, mais ça reste que c'est très avantageux d'avoir des belles couleurs. Par la suite, aménager les espaces extérieurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simplement surtout l'été, là, passer le gazon. Passer le gazon, encore une fois, ça va juste démontrer à quel point vous entretenez bien votre propriété. Avoir un gazon frais coupé, ça va être super beau comme photo de façade pour votre maison. Donc, entretenez votre espace extérieur, ramassez les feuilles. Ça peut sembler des petites corvées un peu désagréables, mais ça va vraiment faire un gros changement dans l'optimisation de votre mise en marché. Améliorer l'éclairage. Si on a différents espaces, par exemple le salon et la cuisine, on est en espace ouvert, donc les deux, il n'y a pas de mur comme des pièces séparatrices. Séparatrices, je ne suis pas sûr que ça se dit, mais des pièces qui vont venir séparer un de l'autre, mais on a des couleurs de lumière différentes. Dans une pièce, par exemple, dans la cuisine, on aurait des LED qui seraient d'une couleur blanche. Et puis, dans une autre pièce, on a des couleurs de lumière qui sont jaunes. Ça a vraiment un impact quand les gens vont visiter. Ça va être comme un peu... Ça va sembler bizarre. Juste changer les lumières, faire en sorte que les lumières sont les mêmes, ça va vraiment améliorer. Deuxième chose, par rapport à l'éclairage, côté photo, ouvrez vos rideaux. Ouvrez vos rideaux, puis prenez vos photos pour une journée ensoleillée. Même s'il y a juste une journée ensoleillée dans votre semaine, essayez d'optimiser pour la prise de photos, que ça soit cette journée-là. Que ça soit la dernière journée de la semaine, c'est pas grave. Retardez votre mise en marché, puis faites-la cette journée-là, parce que la lumière naturelle a beaucoup d'importance dans la prise de photos. Ça va faire beaucoup plus beau et beaucoup plus invitant. Donc, ouvrez vos rideaux, faites une journée, ensoleillez vos photos, puis ça va être un gros plus. Petite réparation. Les petites réparations vont encore une fois avoir un gros impact parce que les acheteurs aiment une propriété clé en main. Une propriété qui nécessite beaucoup de travaux, par exemple du plâtre, des petites réparations qui peuvent sembler, encore une fois, anodins, puis on se dit ça n'a aucune valeur ajoutée sur la propriété, c'est vrai. Mais un acheteur qui sait qu'il achète une propriété, qui n'aura pas de travaux à faire dedans en habitant la propriété dès le départ, va avoir un gros impact positif. Et puis des éléments décoratifs. Des fois, un petit home staging, encore là, allez pas mettre une énorme somme d'argent dans un home staging pour un bungalow de 400 000. C'est pas ça mon point. Mais des éléments décoratifs qu'on peut trouver au Dollarama, des petits vases, des petits hublots qui vont vraiment avoir juste un petit agencement avec la couleur justement de votre peinture, un petit rappel avec la cuisine. Ça va être très invitant, des petits cadres décoratifs. C'est pas besoin de vous coûter extrêmement cher. Même des fois, on a des pièces qui sont vides. Si jamais on aurait des amis ou de la famille qui ont des divans de trop, des bureaux de trop, qui sont quand même assez modernes, ça peut être super intéressant de les rajouter à notre décor pour justement optimiser la prise de photos, puis laisser place à l'imagination, à l'acheteur de s'imaginer là. Quand c'est des pièces vides, des fois c'est beaucoup plus compliqué de s'imaginer, ok, est-ce qu'il y a une table de cuisine, est-ce qu'elle rentre, ce serait quoi la grandeur des tables? Donc, même aussi pour les bureaux, avoir un bel espace de bureau va faire toute la différence. C'est pourquoi que ça va être super important de faire un petit home staging avant les photos puis avant les visites aussi. Ceci va maintenant mettre fin à l'épisode. Si vous avez apprécié, eh bien, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles sur Spotify. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode de IMO Expresso Podcast.